Au sommaire de ce journal, visite de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Un constat, nous gaspillons énormément de produits agricoles dans le monde. Enfin, des fleurs à la place des bananiers, c'est le pari d'un agriculteur martiniquais. Avec plus de 8500 chercheurs, ingénieurs et techniciens, l'Institut national de la recherche agronomique est le second institut de recherche public français. Né dans l'immédiat après-guerre, les travaux menés aujourd'hui dans les 20 centres régionaux de l'INRA influencent notre quotidien, qu'il s'agisse d'amélioration des cultures, de création de nouveaux produits alimentaires ou de problèmes liés aux maladies animales. L'INRA donc travaille sur la recherche, donc surtout des sciences du vivant et des sciences des milieux et des sciences humaines et sociales pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et les territoires. Et dans notre cœur de métier, donc, qui est la recherche agronomique, aujourd'hui, par cet outil de mesure des publications dans les revues internationales, nous sommes numéro 2 mondial. Donc INRA, sans compter bien sûr les autres producteurs de connaissances en France, le CIRAD, ou les universités et les écoles qui produisent sur ces sujets-là. Donc l'INRA seul est numéro 2 mondial sur les secteurs des sciences des plantes, sciences des animaux, sciences agricoles. Direction Grignon dans les Yvelines. Ici, l'on travaille notamment sur le goût et la conservation des aliments. Et c'est pourquoi Marie-Noël passe de nombreuses heures chaque jour dans un gigantesque réfrigérateur à surveiller des camemberts. Ça nous permet par exemple de suivre la respiration des fromages aux emballages, de voir en quoi un papier peut influencer l'affinage du fromage, parce que quand vous l'emballez, l'affinage ne s'arrête pas, il va continuer dans votre frigo. Ça intéresse à la fois les fromagers et ça intéresse aussi les développeurs de papier, parce qu'ils ont peu de relations les uns avec les autres. Et ça nous intéresse, nous, pour savoir ce qui se passe d'un point de vue mécanistique. Mais il n'y a pas que les produits de terroir qui trouvent grâce aux yeux des chercheurs de l'INRA. Marion réalise une thèse sur la perception des arômes, sa base de travail de la gelée aromatisée à la fraise qu'elle fait ingurgiter à un cobaye résigné. Chaque fois que le sujet mastique, ça va libérer ces arômes qui vont être libérés donc, au niveau de la cavité nasale. Et donc nous, on peut le suivre en direct. Quand un enfant consomme un bonbon, il va le mettre dans sa bouche, le déstructurer. Et cette action de déstructuration va permettre de libérer des arômes. Et ces arômes vont être entraînés dans la cavité nasale, au niveau des récepteurs olfactifs. Et nous, c'est ce qu'on va pouvoir mesurer en direct grâce à cet appareil. Concrètement, si on a un bonbon d'une texture plus ou moins gélifiée, les cinétiques ne vont pas être les mêmes. Et donc ça, nous, on va pouvoir ensuite comparer différents produits entre eux et le relier avec la perception de l'individu. Notre finalité est de participer à la construction de la qualité des aliments. Donc de comprendre l'interaction entre les matières premières, le procédé, la microbiologie et de construire, de comprendre tous les mécanismes qui vont aider à construire une qualité donnée des aliments. À Versailles, dans un autre centre de l'INRA, depuis une quinzaine d'années, Patrick cultive des terres situées à quelques minutes du château du Roi-Soleil. Avec ou sans engrais, intensif, bio ou raisonné, cet ingénieur teste et compare tous les modes de culture. Alors ici, nous testons différentes manières de produire des produits agricoles qui sont du blé, du colza, du maïs ou du pois protéagineux comme on a derrière nous qui vient d'être implanté. Notre objectif est de protéger l'environnement et d'utiliser le moins possible de produits chimiques. Au niveau rendement, on a une petite perte de rendement dans un système dans lequel on réduit l'utilisation de produits chimiques. Par contre, du point de vue économique, on s'y retrouve puisqu'on a des frais beaucoup moins importants pour produire dans ce système. Pourtant, lorsqu'a débuté cette expérimentation, les problèmes d'environnement n'étaient pas encore d'actualité. Il faut une bonne dose de persévérance, c'est sûr, de croire à ce que l'on fait et puis se dire que dans l'avenir, on arrivera à prouver que l'on était sur la bonne voie. Recherche dans les champs, mais également en laboratoire sous très haute protection. À Jouer-Josas, une quarantaine de personnes travaillent depuis 1996 autour d'Uberlaude sur un sujet très sensible, les maladies à prions. Donc ici, vous êtes dans un laboratoire de l'INRA où on travaille, on développe des recherches sur les prions. Alors,
Peut-être faut-il rappeler ce que c'est qu'un prion. Ce sont des agents transmissibles, infectieux, assez spéciaux, puisque leur nature est protéique. Ce sont des agents infectieux transmissibles qui n'ont pas de génome, contrairement aux virus par exemple. Ces agents sont effectivement responsables d'un ensemble de maladies dites neurodégénératives qui comprennent une maladie connue depuis très longtemps, la tremblante, chez le mouton et la chèvre, la fameuse maladie de la vache folle, dite ESB, chez les bovins, et chez l'homme, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et sa forme variante, la forme variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui en fait est due à la consommation par les humains de tissus infectés par l'agent ESB. Mais pas question de baisser la garde, même si l'année dernière, seuls 4 cas de vache folle ont été observés en France. Non, je ne pense pas qu'il faille le faire. Ce serait un peu perdre le bénéfice de tous les efforts qui ont été accomplis. La mobilisation quand même de la recherche sur les prions en France a été assez exemplaire. C'est en pleine montée de production. Je trouve que ça serait probablement contre-productif de fermer complètement les robinets du financement de cette recherche. Il faut détruire une idée reçue. Je veux dire, objectivement, pendant des années, les renouvellements de personnel dans la recherche étaient assez faibles parce qu'on avait beaucoup recruté dans les sciences biologiques en France dans les années 70. De fait, il y a un énorme renouveau des personnels et il est essentiel de savoir qu'on recrute dans la recherche. On recrute depuis le niveau CAP jusqu'au niveau thèse. Donc à tous les niveaux, on recrute dans toutes les régions puisque l'INRA est un organisme essentiellement présent en région. Donc oui, il y a besoin de forces nouvelles parce qu'il y a renouveau des générations plus fort qu'auparavant. Les surfaces de blé devraient diminuer de 1% dans le monde lors de la prochaine campagne 2009-2010. C'est ce qu'affirme le Conseil international des céréales. Résultat, la production de blé pourrait s'établir dans le monde à 651 millions de tonnes en 2010, soit 37 millions de tonnes de moins qu'en 2009. Dans le même temps, la consommation de blé devrait sensiblement baisser en raison de l'utilisation d'autres céréales dans l'alimentation animale. 30%, c'est la quantité de produits agricoles qui finissent à la poubelle chaque année dans le monde, entre la récolte, la distribution et la consommation. Dans les pays en développement, les pertes peuvent atteindre 40% dans les champs et 15% au niveau du stockage. Dans les pays développés, l'origine de ces pertes se retrouve essentiellement au niveau des consommateurs et de la restauration. Des portions trop importantes ou des achats en trop grande quantité pourraient expliquer en partie cette situation. En France, une étude devrait bientôt débuter pour mieux comprendre la situation dans l'Hexagone. Une nouvelle étiquette pour les vins rosés. Pour faire face à la protestation des viticulteurs français après l'annonce par la Commission européenne de l'autorisation des mélanges de vins blancs et rouges pour obtenir du rosé, les rosés français, élaborés notamment grâce à des macérations courtes des raisins, pourraient quant à eux bénéficier d'un nouvel étiquetage rosé traditionnel. Une décision qui devrait être confirmée à la fin du mois par l'Union européenne. Nous sommes à la Trinité dans l'est de la Martinique, sur la plantation de Serge Burnet. Au total, près de 75 hectares consacrés aux fleurs tropicales. Aujourd'hui, cet agriculteur est en passe de devenir l'un des plus importants producteurs de fleurs de l'île. L'histoire d'une passion. Là, je ne sais pas si vous connaissez, là on est en train de longer une plantation de roses de porcelaine. Une réussite étonnante pour cet ancien fonctionnaire de l'équipement qui a décidé de quitter la métropole pour vivre une nouvelle aventure dans son île natale. Le geste doit être très précis parce qu'en réalité, il y a un aspect de rapidité. Un gars qui récolte, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il récolte par jour 1000 fleurs pour que ce soit intéressant. Donc faites le compte, 1000 fleurs à 0,55, s'il ne les fait pas, donc on a un souci, c'est avec les charges sociales, tout ça, donc il faut qu'il les fasse. Et cette culture est très encadrée. Elle bénéficie même de l'appui des chercheurs de l'antenne martiniquaise, du Centre international pour la recherche agronomique et le développement. Nous essayons d'encadrer la profession, les producteurs sur la fleur.
Donc pour encadrer cette filière, où il y a des producteurs extrêmement valeureux, extrêmement courageux, et qui détiennent une technique certaine, pour ne pas dire une certaine technique, nous avons depuis plus de 10 ans l'objectif d'introduire du matériel végétal nouveau, c'est-à-dire de nouvelles espèces, des nouvelles variétés, des nouvelles plantes pour qu'ils puissent fidéliser leur marché ou bien en trouver d'autres. Bon, suivez-moi, je vais vous montrer une fleur qui va faire un malheur. C'est le Musa coccinea. Le Musa coccinea, de toute façon, les bananiers, ce sont des musas. Donc Musa coccinea, c'est un bananier. Mais un bananier, c'est une fleur, la fleur du bananier. Donc, au lieu d'avoir, on a deux possibilités. On a les fleurs qui sont avec les fruits et les fleurs qui sont sans fruits, les petits régimes de bananes là. Celle-là, c'est un bananier avec la fleur. Mais la fleur, même si on la récolte à ce stade-là, c'est l'une des particularités du musa. Le musa s'ouvre. Parce que les fleurs tropicales ne s'ouvrent pas. Elles restent chacune au stade où on les a récoltées. Mais le musa a une particularité, disons 2, elle dure 30 jours, un mois, et en plus, elle s'ouvre. Mais les champs où poussent ces fleurs étaient auparavant des bananeraies où l'on utilisait largement le chlordécone, cet insecticide très toxique. Résultat, les champs de Serge Burnet servent aussi de lieu d'expérimentation. Alors là, nous sommes en train de prélever des carottes de sol pour vérifier le taux de contamination. On a une chance inouïe, c'est que le produit ne se retrouve pas dans la fleur. C'est-à-dire on a les premiers résultats de la recherche, c'est-à-dire il y a 0 chlordécone dans la fleur. Donc c'est M. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, qui est venu chez nous. Lorsqu'on lui a expliqué, il a dit que c'est un projet intelligent. Parce qu'en réalité, les sols qui sont pollués peuvent être parfaitement utilisés. On ne va pas le laisser là, comme les gens pensent, des années ou bien des siècles en réserve, avant qu'ils soient dépollués. On peut tout de suite les utiliser, puisque dans la fleur, il y a 0 chlordécone. Résultat, l'exploitation de Serge Burnet est devenue un pôle d'excellence rurale, aidé par le Conseil général. On a mérité ce label. On a mérité le label, c'est-à-dire ne pas cultiver d'une manière traditionnelle, ne pas continuer à polluer, utiliser d'une manière très pondérée les fongicides, les insecticides. Donc si on en a besoin, on a vraiment besoin. Si on n'en a pas besoin, il faut les éliminer. Aujourd'hui, les fleurs de Serge Burnet s'exportent aux États-Unis. Et c'est ainsi une nouvelle page de l'agriculture martiniquaise qui s'ouvre à la Trinité. Si on protège, quel que soit l'endroit où on protège et l'importance de la protection, il faut penser que c'est une protection qu'on fait pour la planète, pour notre environnement global. Et en quelque sorte, on est un acteur de cet environnement. On doit jouer la scène, mais en même temps, on ne doit pas jouer sa pièce au détriment de la nature, en accord avec la nature, à mon avis. Un nouveau carburant arrive dans les stations-service. Son nom, le E10. Signe particulier, il est composé de 90% d'essence sans plomb 95 et de 10% d'éthanol, obtenu notamment avec des betteraves. Déjà utilisé aux États-Unis et en Australie, ce nouveau biocarburant devrait être généralisé au niveau européen d'ici 3 ans. Toutes les voitures immatriculées après 2000 peuvent accepter sans modification du moteur le E10. Enfin, le litre devrait coûter de 1 à 3 centimes de moins que le super sans plomb 95.